Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le podcast Paysapreneur. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast ou à suivre le podcast sur YouTube et je vous en remercie beaucoup. Pour ça, vraiment plein de gratitude. Je suis ravi que ce podcast vous soit utile et j'en profite pour vous dire que si vous avez des idées de sujets pour le podcast, vous pouvez me les partager en commentaire juste sous la vidéo ou dans la plateforme de podcast que vous écoutez. Je crois que le plus simple, c'est sur Apple ou Spotify, il permet de laisser des commentaires. Donc, je vous invite à laisser des commentaires et à me dire s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous souhaiteriez voir abordé dans le podcast. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler du rachat d'une entreprise parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être une idée qui vous est passée à travers la tête et vous avez eu une bonne idée en vous disant, mais peut-être que je suis en train de vouloir lancer mon activité tout seul en partant de zéro et peut-être que la bonne idée, c'est plutôt de racheter une entreprise existante. Ou bien vous avez déjà une entreprise et puis vous êtes en train de vous dire, ben, j'aimerais la développer encore plus vite. Et du coup, bah, pourquoi ne pas racheter un fonds de commerce, une clientèle existante pour aller encore plus vite? Alors oui, le rachat d'entreprise, ça peut être une bonne idée, mais il y a plein de choses qu'il faut aussi prendre en compte. Et déjà, je peux te dire que c'est une bonne idée, dans le sens où, moi, j'en ai racheté, j'ai ma première activité, je l'ai acheté, c'est un fonds de commerce que j'ai acheté et un peu plus tard, j'ai racheté un portefeuille client qui appartenait à mon maître d'apprentissage quand j'étais apprenti et quand il a voulu arrêter c'était la partie, entretien d'Espace Vert qu'il voulait arrêter et donc du coup, il m'a vendu, tous ses contrats d'entretien et je t'avoue que ces 2 expériences sont plutôt 2 bonnes expériences. J'ai pas eu de mauvaises expériences sur du rachat de clientèle ou sur du rachat, d'entreprise complète et de la même manière, j'ai également à mon tour vendu, une partie de ma clientèle lorsque j'ai moi-même voulu céder la partie, entretien de mon entreprise, sans céder non plus toute l'intégralité de l'entreprise. Je voulais simplifier mon entreprise et j'avais trouvé à ce moment-là que la partie entretien était, moins rentable, moins adaptée et cetera et j'avais décidé de la vendre. Si j'avais eu cette décision à reprendre, je pense que je ne la reprendrais pas. Je pense que j'aurais gardé la partie entretien parce que, j'aborderai peut-être ça dans un autre épisode de podcast, mais si aujourd'hui je devais lancer un business en 2025, je pense que l'entretien serait une des pistes, enfin, j'en suis même sûr, c'est une des pistes que j'explorerai. Donc, voilà, parce que, une fois que c'est bien mené, c'est quand même ultra, ultra rentable. Mais à ce moment-là, voilà, c'est la décision que j'ai prise et puis, bon, on refait pas l'histoire et puis, de toute façon, à ce moment-là, c'était une très bonne décision parce que c'était le moment et puis, des fois, il y a des moments qui font que. Revenons-en à nos moutons et savoir si, quels sont les avantages que tu peux tirer, d'un rachat d'entreprise. Alors ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser les 4 piliers pour voir si c'est valable sur les 4 piliers d'une entreprise. Alors évidemment, tu connais les 4 piliers, le marketing, la vente, la production et puis la direction. Et donc on va analyser le rachat d'une entreprise selon ces 4 piliers. Alors, pour ce qui est du marketing, c'est intéressant de racheter une entreprise parce que, il y a déjà de la notoriété qui est faite autour de cette entreprise. Ça veut dire que tu vas pouvoir bénéficier, du rayonnement et du bouche à oreille, on va dire, pour être clair, on va dire le bouche à oreille, heu, de cette entreprise. Tu vas bénéficier de sa réputation, elle est connue localement. Et donc ça, c'est super intéressant parce que tu es pas obligé, de faire ta place, tu es pas obligé de faire ton trou. Déjà, cette entreprise, elle est là, elle est existante, elle a ses clients, elle a des gens qui la connaissent, elle a peut-être, une devanture, elle a voilà, les gens la connaissent donc ça, c'est, déjà un premier point qui est super intéressant
D'un autre côté, si c'est une entreprise que tu connais déjà, puisqu'elle est dans ton secteur, que tu as observé et tu sais que c'est une entreprise qui n'a pas une bonne réputation, réfléchis-y à 2 fois avant de te lancer dans le rachat d'une entreprise qui a pas bonne réputation. Parce que se refaire une réputation, c'est extrêmement difficile, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'argent aussi. Ça s'achète une réputation et je peux te dire que ça coûte cher. Donc des fois, voilà, faut vraiment faire attention. Faut pas partir dans l'idée de dire: «Bon, cette entreprise a mauvaise réputation parce que les gars, ils font n'importe quoi, mais moi, je vais tout remettre dans l'ordre et puis ça va aller». Très attention, c'est très chronophage et ça prend beaucoup d'argent et c'est une vraie source de stress. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est faut vraiment faire attention à ça. En 2e aspect qui est aussi intéressant, c'est que, ben, tu as moins besoin de faire des actions marketing dans l'urgence puisque, ah bah, déjà tu as des clients qui sont existants. Donc il va te falloir regarder, c'est est-ce qu'il y a des clients qui reviennent d'une manière régulière? Si tu as, bah, notamment on en parlait avec, les entretiens, si tu as des contrats d'entretien validés, ça a de la valeur. Donc c'est intéressant de racheter ça puisque de toute façon, on sait que, bah, mois après mois, d'une manière générale, si le travail est bien fait, l'entrée d'argent est régulière. De la même manière, il y a des clients qui rappellent tous les mois, enfin pas tous les mois, mais plutôt tous les trimestres ou tous les ans, pour faire une taille 2, et cetera. Donc c'est cette récurrence de clientèle qu'il va te falloir regarder si tu envisages de racheter, pour savoir, bah, si ces clients réguliers-là reviennent de manière naturelle et encore mieux, est-ce qu'il y a des moyens à l'intérieur de l'entreprise qui incitent ses clients à revenir d'une manière régulière. Ça veut dire, est-ce que, bah, ces clients qui sont, on va dire, semi-réguliers ou habituels, est-ce que ces clients-là ont un moyen ou sont recontactés par l'entreprise, sont abonnés à une newsletter, sont voilà. Est-ce que ça, c'est déjà en place? Est-ce que c'est une piste améliorable? Alors, si c'est en place, c'est super bon pour toi parce que tu as pas besoin de le faire. Si c'est pas en place et que tu sais le faire, c'est aussi très bon pour toi parce que, ça veut dire que l'entreprise n'a pas valorisé ces clients-là. Donc toi, tu vas pouvoir les valoriser. Ça veut dire que tu vas pouvoir acheter une entreprise à moindre frais, puisqu'il y a pas de système en place, heu et en même temps, avoir un levier d'action assez simple à mettre en œuvre. Il faut savoir que l'entreprise, plus elle est clé en main, ça veut dire que plus les systèmes sont en place, plus les systèmes sont implantés, les stratégies sont implantées, le chiffre d'affaires prévisible, plus elle aura de la valeur au même titre que les marges qu'elle va dégager. On va en parler tout à l'heure, mais il faut savoir que plus les systèmes sont en place, plus elle a de la valeur, puisque c'est comme une voiture. Si tu l'achètes, tu tournes la clé et tu démarres, ça a plus de valeur que si tu l'achètes en pièces détachées. Enfin, pas une après les autres. Si tu achètes pièces détachées ou pièces détachées, ça a plus de valeur. Mais si tu achetais une voiture, on te dit: «Bah, tu la montes», bah, tu l'achèterais pas, si on t'en propose une qui est déjà, prête à démarrer. D'accord? C'est dans ce sens-là que je le dis. Donc vraiment faire aussi attention à ça. Est-ce que les systèmes sont en place au niveau du marketing? Est-ce qu'il y a une fidélisation de la clientèle qui est mise en place? Et si oui, bah voilà, est-ce que tu as du potentiel de développement là-dessus? Et c'est le troisième point intéressant sur le marketing, c'est est-ce que cette entreprise-là, elle a un potentiel de croissance? Est-ce qu'il y a une opportunité qui est faite dans le fait de faire une extension géographique? C'est-à-dire que si toi, tu as déjà une entreprise sur la ville A et que l'autre entreprise que tu envisages racheter est dans la ville B à 20 kilomètres de distance, ça peut être très intéressant parce que ça te permet de faire une extension géographique. Donc ça, c'est super intéressant. Ou est-ce que cette entreprise-là a elle-même la possibilité d'avoir une extension un peu plus large? Et puis, ce qui est aussi important et ça, c'est aussi dans le cadre où tu as déjà une entreprise et tu voudrais en racheter une autre, pour aller plus vite. Est-ce que dans cette entreprise que tu rachètes, est-ce qu'il y a, des prestations qui sont réalisées par l'entreprise d'une manière, fluide, récurrente, avec des process en place, qui vont être des prestations qui sont complémentaires à l'offre que tu as déjà? Par exemple, tu as une entreprise de création aujourd'hui qui tourne bien, et cetera, et tu vas racheter une entreprise d'entretien parce que ça va te permettre de faire un meilleur suivi sur tes créations, donc de développer la partie entretien, tout simplement parce que tu vas pouvoir faire bénéficier tes clients de création du service entretien qui est déjà prodigué par cette entreprise-là, sans que tu aies besoin de repartir de zéro sur de l'entretien, et cetera. Donc tout ça, c'est de savoir est-ce que cet ensemble, s'harmonise pour que tu puisses racheter et donc du coup, ça va avoir plus de potentiel et plus de valeur. En tout cas pour toi, tu auras du potentiel de croissance et du potentiel de diversification. Allez, deuxième pilier maintenant, on va s'attaquer à la vente et donc la vente, ça va dire quel est le chiffre d'affaires.
qui est réalisé par cette entreprise. Alors c'est intéressant, mais c'est vraiment pas la donnée qu'on va aller chercher le plus. Ce qu'on va aller chercher le plus, c'est quels sont les bénéfices. Parce que, heu, les bénéfices, notamment, vont te permettre, de savoir si tu peux, grâce aux bénéfices, pouvoir financer ton achat. En gros, si ton entreprise, elle te coûte 100 000 € de crédit par an, il faut au moins qu'elle puisse dégager 100 000 € de bénéfices et ça, d'une manière régulière. C'est-à-dire qu'on va regarder les 3 dernières années. Si on voit sur les 3 dernières années, elle dégage au moins 100 000 € de bénéfices, potentiellement, c'est une entreprise que tu vas pouvoir racheter tranquillement puisque tu sais que le bénéfice d'entreprise couvre le crédit et que après, une fois que ton crédit est terminé, eh bien, tout simplement, tu vas, heu, reprendre ces bénéfices à ton compte, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. De la même manière, tu vas regarder combien se verse, le dirigeant. Non du tout, on n'est plus dans la vente, mais j'en profite pour le dire. Combien se verse le dirigeant pour savoir si tu peux récupérer cette somme pour toi, avec les charges évidemment et tout ça et si tu peux récupérer cette somme pour toi. Alors si tu te lances, bah, ça va permettre de savoir combien tu vas gagner. Et si c'est sur une croissance externe, donc tu as déjà une entreprise et tu vas en racheter une autre, tu vas pouvoir savoir, bah, si tu prends pas tout cet argent, alors si tu en as besoin, prends tout, mais si tu en as pas besoin, tu vas pouvoir prendre cet argent-là et ça va te faire un petit matelas et ça va te permettre aussi de pouvoir anticiper eh bien, combien, tu vas pouvoir économiser, mettre de côté dans l'entreprise pour faire un petit matelas financier, voire du bénéfice après. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette donnée de bénéfice net et de la coupler évidemment avec les revenus, du dirigeant et les charges qui sont associées. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont un énorme chiffre d'affaires et un bénéfice qui n'est pas suffisant pour permettre à un repreneur de racheter et là, l'entreprise n'a aucune valeur, d'accord? Donc enfin aucune valeur si ce n'est, ce qu'on va voir après, mais de base, ça n'a pas de valeur. Là, sur la vente, donc on va s'intéresser au chiffre d'affaires évidemment et surtout à ses bénéfices et à la tendance. Est-ce que les bénéfices ont tendance de baisser ou est-ce que les bénéfices ont tendance à évoluer vers le haut? Pourquoi? Parce que si les bénéfices évoluent vers le haut, tu te doutes bien que cette entreprise a du potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Donc, c'est bon pour soi. Ensuite, ce qu'on va s'assurer, c'est de savoir s'il y a des contrats en cours. Pourquoi? Parce que on l'a dit tout à l'heure, des contrats permettent d'asseoir une stabilité ou est-ce qu'il y a des clients fidèles? Tu peux avoir des contrats. Parce que, mettons, tu as des particuliers ou des copropriétés ou des communes qui font appel à cette entreprise pour des services et qui ont signé un contrat et donc tu sais que ça va rentrer et ça, c'est parfait parce que ça assure de la stabilité. Donc toi, tu peux facilement convaincre une banque de te suivre puisqu'il y a de la stabilité. Ensuite, tu vas regarder s'il y a des clients qui sont fidèles ou des prescripteurs qui sont fidèles. Alors, on en a parlé tout à l'heure sur la partie clientèle, mais on n'a pas parlé de la partie prescripteur. Ça veut dire que si tu as une entreprise de création, par exemple, tu t'intéresses à une entreprise de création, ben, est-ce que dans cette entreprise de création, il y a des architectes, des maîtres d'œuvre, des piscinistes, etc., qui travaillent en collaboration avec cette entreprise? Si c'est une entreprise d'entretien, est-ce qu'il y a des syndics de copropriété qui travaillent en collaboration avec cette entreprise? Parce qu'une entreprise qui travaille avec des syndics de copropriété aura plus de valeur qu'une entreprise qui travaille avec des particuliers. Pourquoi? Parce qu'un particulier, si tu le perds, ça s'arrête. Un syndic de copropriété, si tu perds une résidence qui est gérée par ce syndic, bah, tu n'arrêtes pas ta relation commerciale avec le syndic, donc potentiellement, il peut te donner d'autres copropriétés. Et c'est là que c'est intéressant. Donc la valorisation, elle se passe aussi là, par rapport au contrat. Il faut savoir que si tu rachètes une entreprise qui n'a pas de contrat, ça n'a aucune valeur. Elle ne peut pas te dire: «Oui, mais moi j'ai des clients qui me rappellent et tout ça». Ça n'a aucune valeur, on est d'accord. Donc ne te fais pas avoir là-dessus, où ça a une valeur très, très très, très faible, vraiment très, très faible. Donc il va falloir que parce qu'il va falloir que tu refasses signer des contrats et cetera. Donc c'est des gens qui ont pas spécialement l'habitude, pas trop envie, ils disent: «Oh là là, nouvelle entreprise», donc ils ont plus tendance à partir. Il faut savoir que c'est un risque que tu prends. Donc c'est pour ça que ça n'a pas de valeur s'il y a pas de contrat, signé et puis si les contrats sont signés, il faudra faire une analyse des contrats pour savoir s'ils sont, correctement rédigés, et cetera, s'ils sont défendables juridiquement. Et puis ensuite, bah, dans la vente, évidemment, quel est, l'impact de l'emplacement par rapport aux clients qui sont? En gros, est-ce que, on est en moitié entre la vente et la production, mais est-ce que les clients sont à 50 kilomètres ou est-ce qu'ils sont à 3 kilomètres? Tu comprends bien que si une entreprise qui a des clients à ces 4 kilomètres, c'est beaucoup moins rentable qu'une entreprise qui a des clients à 3 kilomètres, quoi.
Alors, je parle en kilomètres, mais pour nos amis parisiens et très, très urbaniques dans des zones très, très urbaines de France et de Navarre, hein, on va parler en temps. Évidemment, hein, tu le sais, si tu es dans ces zones-là, si tu es concerné, on connaît l'impact des bouchons. Pour avoir travaillé sur Toulouse pendant de nombreuses années, je sais ce que c'est. Donc, voilà, on va aussi parler en temps et ça aussi, ça a un impact sur la vente. Euh, Ensuite, on va s'attaquer au pilier de la production. Alors, bah, la production, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder deux choses. On va regarder quel est le matériel et quels sont les effectifs. Voilà. Alors, sur la partie matériel, on va regarder bah, quel est l'âge du matériel, comment est-ce qu'il est, est-ce que l'entreprise, alors souvent, moi, ce que j'ai remarqué chez beaucoup, beaucoup de paysagistes, c'est qu'il y a une tendance au suréquipement. Ça veut dire qu'on a du matériel qui reste au fond du garage, au fond du hangar, au fond du local, pendant des mois sans sortir, et on l'utilise 2 fois par an, 3 fois par an. Donc il y a vraiment un suréquipement. Donc est-ce que ça, c'est une entreprise qui est suréquipée ou est-ce que c'est une entreprise qui est sous-équipée? En général, on a quand même des entreprises qui sont suréquipées. Mais bon, on ne sait jamais, tu pourrais tomber sur une entreprise qui est sous-équipée. Donc, si elle était sous-équipée, ça veut dire qu'il faudrait que tu refasses des investissements, ou en tout cas équipée avec du matériel vétuste. Ça veut dire qu'il faudrait que tu refasses de l'investissement pour pouvoir rentrer dans les clous, avoir du matériel qui soit efficace et qui évite de tomber en panne trop souvent. En gros, il faut savoir que pour changer du matériel, si la valeur de la réparation est supérieure à la valeur du matériel, financière, euh, alors je dis pas d'amortissement, je dis de la valeur financière du matériel. Donc en gros, même si tu as un tracteur avec rotavator qui est amorti depuis 2 ou 3 ans et que tu as 2000 euros de réparation dessus, bah, tu vas le faire parce que si tu le revendais, ça vaudrait beaucoup plus cher. Donc c'est de cette valeur-là qu'on parle et on ne parle pas de comptabilité. Mais pour faire court, si, si tu vois que le matériel a besoin d'être changé, réparé, remis à niveau, remis en état, bah, voilà, ça a moins de valeur que si tu as du matériel qui est quasiment neuf et prêt à l'emploi. Donc vraiment, quels sont l'état des matériels présents sur l'entreprise? Et puis aussi, bah, si c'est suréquipé, quelle est la possibilité que tu as de revendre le matériel? Je te donne un exemple. Une entreprise qui a une mini-pelle au fond du hangar, qui l'utilise 2 fois par an. Bah, elle est là, elle est au fond du hangar. Forcément, elle va rentrer dans l'actif de l'entreprise, donc l'entrepreneur va te la vendre. Euh, Est-ce que toi, cette mini-pelle-là, bah, tu peux pas la racheter avec l'entreprise et puis la revendre tout de suite, puisque pour l'utiliser 2 fois dans l'année, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux louer, donc la revendre tout de suite et puis récupérer sa valeur en cash flow tout de suite pour se faire de la trésorerie. C'est aussi une idée sur des entreprises qui sont suréquipées. Donc c'est un point à voir. Également les véhicules, c'est aussi un point, c'est exactement comme tout le reste du matériel. Et puis, est-ce que les locaux font partie du fonds de commerce ou est-ce que les locaux ne font pas partie du fonds de commerce? C'est aussi une question à te poser pour savoir. Bah voilà, ça va te donner surtout une idée de la valeur du bien en immobilier, mais aussi du bien du fonds de commerce. Deuxième chose, quelles sont les équipes qui travaillent dans cette entreprise? Est-ce que c'est un entrepreneur seul? Est-ce qu'il y a une petite équipe? Est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Et comment est-ce que ces équipes sont formées? Quelle expérience ils ont? Et comment est-ce qu'ils font pour maintenir une qualité constante dans les prestations? Et c'est là où on en parlait tout à l'heure, c'est aussi, on en parlait en marketing, mais est-ce que aussi ces entreprises-là, qui sont sur le terrain, est-ce que c'est des équipes qui reposent sur un système à l'humain, qui sont dépendantes à l'humain, ou est-ce que c'est des entreprises qui reposent sur des systèmes établis? Si elles reposent sur de l'humain, ça veut dire que si un jour une personne s'en va, par exemple un chef d'équipe s'en va, et du coup on perd toutes ses compétences. Est-ce que ça, c'est ce qui peut se passer? Ou est-ce que le résultat final des chantiers dépend d'une personne? Ou est-ce que bah, si le chef d'équipe s'en va, bah, c'est très embêtant, on est d'accord, mais est-ce qu'il peut être remplacé parce qu'il y a des standards établis, des procédures établies, des méthodes de management établies qui vont l'aider, qui vont aider un nouveau chef d'équipe qui reviendrait le remplacer, ce qui vont aider cette personne-là à pouvoir m- manager rapidement et le plus simplement possible l'équipe qui dirigera. C'est rarement le cas, honnêtement, hein, il y a rarement, on est plutôt sur des cas où c'est dépendant de l'humain. Alors, bah, évidemment, on fait de l'humain, on est d'accord, surtout dans la gestion des équipes, mais il faut qu'il y ait des process en place, il faut qu'il y ait
des normes en place, des standards en place, parce que sinon, le travail est très aléatoire et le travail dépend de la personne qui dirige l'équipe ou des gens qui sont exécutants. Et donc, dans ce cas, c'est pas possible puisque le travail, il est complètement aléatoire d'une équipe à une autre, d'une personne à une autre. Encore une fois, si c'est dépendant de ça, ça a beaucoup moins de valeur que s'il y a des procédures qui sont en place. Donc, si un jour tu veux vendre ton entreprise, je t'invite à faire en premier mise en place de procédures à tous les niveaux, marketing, vente, production, etc. Donc voilà, est-ce que vraiment il y a une équipe existante et qui est capable de tenir une qualité de prestation constante? Donc ça, c'était pour la partie, production, donc le matériel et l'humain. Et puis la dernière partie sur la direction, donc il y a 3 niveaux qui sont intéressants à mettre en avant sur la direction. La première chose, c'est le flux de trésorerie. Ensuite, est-ce que cette entreprise est endettée et est-ce qu'elle a une vision stratégique? Donc, le flux de trésorerie, ben, on en a parlé un peu tout à l'heure sur les contrats, c'est est-ce qu'il y a un cash flow qui rentre d'une manière récurrente et permanente? Est-ce que ça, c'est stable? Et est-ce que ce qui rentre permet de couvrir ben, les charges, d'assurer du supplément, sans qu'il y ait d'efforts surdimensionnés à fournir? Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des rentrées d'argent régulières qui sont prédictibles? C'est surtout ça qui est important. Est-ce que c'est prédictible? Contrat d'entretien, c'est prédictible. Oui, alors évidemment, tu vas me dire, oui, mais s'il y a des impayés et tout, on est d'accord. Mais globalement, c'est quand même relativement prédictible. De la même manière, si on sait par exemple qu'on travaille avec un architecte et que cet architecte amène à l'entreprise 4 à 5 chantiers par an d'une manière régulière depuis 3 ou 4 ans, fort à parier que ça va continuer sur la suite et que bah, après, c'est à ton job, toi, d'entrepreneur, de repreneur, de continuer à entretenir cette relation-là. Mais si tu le fais, il n'y a aucune raison que ça ne s'arrête pas. Donc ça, vraiment, est-ce que le flux de trésorerie est là? Ensuite, quels sont, bah, les niveaux d'endettement avec les emprunts bancaires, les dettes de fournisseurs, pour savoir où tu vas et ce que tu vas récupérer comme dette? Dernier point, quelle est la vision, de l'entreprise? Quelle est la vision stratégique de l'entreprise? Et là, on est sur un point qui, à mon sens, est crucial parce que si tu as une entreprise qui fait je vais grossir le trait pour que tu puisses comprendre, heu imagine que tu rachètes une entreprise qui est hyper axée, écologie, environnement, recyclage, tout ça et que, bah, toi, bah, ça t'intéresse pas. Tu vas perdre une quantité de clients phénoménale parce que qu'est-ce qui a amené les clients à cette entreprise-là si ce n'est l'écologie, l'environnement, les jardins, éco-responsables et cetera? Et si toi, tu dis: «Bah, non, nous, c'est plus du tout ça, on s'en fiche», ça va poser problème. Dans le sens inverse, si tu as une entreprise qui est basée sur, la réduction des coûts pour que ça coûte le moins cher possible aux clients en donnant le meilleur service possible et que toi derrière, qui rachètes l'entreprise, tu as une stratégie, vraiment, où tu vas mettre au cœur la nature, tu vas augmenter les prix pour servir mieux le client et cetera. Bah, du coup, tu perds le client idéal, vous avez pas du tout la même stratégie, le client idéal n'est plus du tout le même et donc tu vas perdre ta clientèle. Clairement, tu vas la perdre. Donc la question, c'est est-ce que la stratégie actuelle de l'entreprise est complètement alignée avec ta vision de l'entreprise. Ta vision de ce que doit amener une entreprise du paysage à ses clients. S'il y a un décalage, si tu as une entreprise qui fait vraiment du jardin de base et que toi tu fais du jardin haut de gamme, ça ne marchera pas parce que les clients, ils vont tous partir. Si tu as une entreprise qui fait du jardin haut de gamme et que toi tu fais du jardin standard le plus possible, du plus duplicable possible, ça ne va pas marcher parce que l'attente des clients ne sera pas celle que tu proposes. Et donc, du coup, tu auras tout à refaire. Donc, tu auras acheté un fonds de commerce pour repartir de zéro, voire de moins quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez régulier et je parle vraiment d'une manière générale, parce que là, on parle de la vision, mais c'est par rapport aux clients, mais il y a aussi la vision par rapport aux salariés qui sont déjà dans l'entreprise. Il faut savoir quand tu rachètes une entreprise avec des salariés qui sont dedans, si tu n'as pas une ligne et en général tu ne l'as pas parce que, heu, c'est des entreprises qui sont à taille humaine, petite taille, voire très petite taille et les salariés sont attachés au patron et les méthodes sont attachées au patron, certes en tant qu'individu, mais aussi aux méthodes de travail qu'avait l'ancien patron et toi tu rachètes avec des nouvelles méthodes.
Parce que, évidemment, tu n'es pas la même personne, on est d'accord. Donc, même si tu dis non, je ne veux pas trop chambouler et tout, que tu le veuilles ou non, ça chamboulera les choses. Et il y a une partie des salariés qui vont accepter le changement et il y a une partie des salariés qui ne vont pas accepter le changement. Et donc, tu dois aussi t'attendre à ce que quand tu achètes une entreprise, il y a un turnover qui se crée naturel. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être des démissions, peut-être des ruptures conventionnelles, ou des gens qui font carrément plus le boulot et qui disent bah, de toute façon, je suis démotivé, j'ai plus envie, ça me plaît pas, mais qui vont donc se contenter de faire le minimum, alors que peut-être avant, ils en fournissaient plus. Et donc, du coup, ça va te demander à toi Hem, un effort de management, d'anticiper du recrutement assez rapidement en te disant: «Ouais, qu'est-ce qui va se passer si je perds un salarié, 2 salariés, 3 salariés, 10 salariés?» Ça dépend de la taille évidemment. Donc tu vas commencer déjà à anticiper ça et je tiens à te le dire, si tu rachètes un fonds de commerce, tu l'envisages, il faut savoir qu'il y a une partie des personnes qui vont partir. Donc de comment est-ce que tu vas anticiper ça déjà à l'avance et également de bien manager et de bien accompagner à la transition. Parce que oui, les clients, c'est super important, mais les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est tout aussi important que les clients. Parce que si tu as des clients et personne pour faire le boulot, ça va être compliqué. Si tu as pas de clients et du monde pour faire le boulot, c'est aussi compliqué. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre. Et dans cet équilibre, la partie management, accompagnement des équipes en place, accompagnement des salariés est super importante. Et dans le démarrage de ce type d'activité, la relation humaine et les échanges entre la nouvelle direction, l'ancienne direction et surtout entre la nouvelle direction et les salariés en place, fait que s'il y a pas d'échange, en fait, ça marche pas et s'il y a des échanges qui sont formalisés dans des réunions, qui sont bien construits et que tu as une envie de te laisser aussi, de montrer en tout cas à l'équipe qui est en place que ces personnes-là sont super importantes, qu'elles sont le cœur de l'entreprise et que tu comptes sur elles, et de les valoriser par rapport à ça, pas forcément financièrement d'ailleurs, mais en tout cas par de la reconnaissance, parce que l'humain a besoin d'être reconnu. Heu, Si tu mets ça en place et si tu prépares ça en amont, c'est OK et la transition va se passer dans de bonnes conditions. Si tu n'anticipes pas le fait que des salariés vont partir et si de base, tu es plutôt bourru et que tu te dis que de toute façon, les choses avancent, que les gens le veuillent ou non, tu pars sur des mauvaises bases et peut-être qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon moment pour toi ou en tout cas, c'est pas l'idéal de faire un rachat d'entreprise et tu auras plutôt un intérêt à construire une entreprise en partant de zéro. Donc vraiment, cette partie humaine est vraiment cruciale et très vrai enfin, c'est vraiment crucial, quoi. Voilà, clairement, tu peux pas il faut le savoir et il faut le prendre en compte parce que quand tu rachètes une entreprise, tu vas avoir des comptables et ce que je t'encourage à te faire, c'est ne rachète pas seul. Fais-toi accompagner et pour le coup, moi, je peux t'aider, mais tu ne te fais pas l'économie d'un avocat et tu ne te fais pas l'économie d'un comptable et d'un expert comptable pour t'aider dans cet achat-là, parce que c'est probablement l'achat le plus important que tu auras à faire dans les 10 prochaines années, voire peut-être même plus. Ça peut être l'achat de ta vie et donc du coup, faut pas te planter. Et donc, tu es obligé de te faire accompagner, donc au moins par un avocat, un expert comptable et évidemment, je te recommande de te faire accompagner par un consultant en stratégie d'entreprise comme moi pour, voir quels sont les points qui sont améliorables et puis aussi en amont, parce que c'est aussi des points qui sont détectables, et qui vont te permettre aussi de mettre de la négociation à l'intérieur et donc peut-être d'en tirer un meilleur prix. Donc te faire l'économie d'un poste comme ça, c'est dommage parce que tu peux gagner beaucoup. Mais en tout cas, fais-toi accompagner, ne le fais pas seul et ne quand tu vas te faire accompagner, notamment par des comptables, des avocats, chacun va te parler de son domaine et tu pourrais avoir une tendance à ne rester focus que sur du chiffre et oui, c'est OK, c'est important, mais regarde bien quel est le potentiel de l'entreprise, quels sont les clients, est-ce qu'ils sont alignés, comment sont le personnel, est-ce que c'est aligné et cetera. Parce que c'est un tout et une entreprise, c'est pas juste des chiffres, parce que si c'était des chiffres, bah, ce serait de la bourse, du coup et c'est pas la même chose de racheter une PME ou une TPE et de jouer en bourse et si tu sens que le côté humain, ça va être compliqué, heu, mais que tu es plus à l'aise avec les chiffres et que l'humain, c'est compliqué, peut-être que tu devrais faire ton entreprise tout seul et faire de la bourse à côté.
ou notre moyen d'investissement, mais qui en tout cas qui sera basé sur les chiffres et pas forcément racheter une entreprise. Parce que racheter une entreprise, c'est une aventure qui peut être extraordinaire et qui peut être aussi cauchemardesque. Donc vraiment, il faut que tu sois averti de ça. Et j'espère en tout cas que cet épisode t'aura été utile pour te donner une vision sur bah, ce que tu dois acheter ou est-ce que tu dois lancer tout seul. Et puis peut-être que tu as envie de vendre et que tu t'es aperçu que dans tout ce que j'ai énuméré, il y a des points à améliorer sur ton entreprise et que tu as envie de la vendre au meilleur prix possible. Et c'est une bonne décision puisque ça peut faire ta retraite ou en tout cas financer un projet de vie. Et si tu as envie que je te donne un coup de main là-dessus, bah, je t'invite à me contacter, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook ou LinkedIn, Joël Arquier, et puis tu m'envoies un message, tu me dis: «Je veux optimiser la vente de mon entreprise parce que j'ai pour projet de vendre d'ici 2 3 ans». Faut savoir que les entreprises mettent beaucoup de temps à se vendre, notamment en général parce qu'il y a un décalage entre ce qu'en veut le dirigeant parce qu'il y a mis son cœur et et ce qu'elle vaut vraiment. Et donc c'est toujours intéressant de l'optimiser au maximum pour que, bah, ce que tu as travaillé pendant des années, te rapporte aussi quelque chose. Donc si tu veux vendre, il y a pas que ton cœur quoi, hein, puisque le repreneur lui, il s'en fiche. Il veut juste que ce soit rentable pour lui et il a bien raison. Et donc du coup, bah, voilà, ça te fait quand même réfléchir à ça et te dire: «Bon, est-ce que je peux optimiser un peu ce que j'ai fait?» Parce qu'il faut savoir quand tu es entrepreneur, et quand tu travailles, alors si tu es débutant et que tu écoutes cet épisode, parce que tu aimes bien ce que je fais et je t'en remercie d'être resté jusque-là. Faut savoir que quand tu es entrepreneur, tu travailles pour 2 choses. Tu travailles pour te verser un revenu tous les mois et tu travailles aussi pour construire un capital que tu pourras vendre après, qui s'appelle ton entreprise. Et ton entreprise, tu peux la valoriser et c'est le bonheur d'être entrepreneur, c'est aussi de se dire qu'on peut valoriser ce qu'on est en train de faire et négliger cette partie-là en disant: «Bah, c'est bon, je me paye, tout va bien» et voilà. Bah, c'est en fait travailler pour la moitié des choses et oublier l'autre moitié et souvent, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs se rendent compte trop tard qu'ils ont oublié de travailler sur la capitalisation de leurs biens, puisque l'entreprise est un bien. Et donc ils ont oublié de travailler sur la capitalisation de leurs biens et ils se retrouvent soit à la retraite, soit en obligation d'arrêter malgré eux parce qu'ils ont un accident de la vie, un accident du travail, une maladie et cetera. Et il y a rien à vendre à part, le prix du matériel, quoi. Et c'est bien triste parce que tu as des personnes qui ont travaillé 15 20 30 40 ans et qui peuvent pas valoriser ce travail-là et c'est dommage puisque entreprendre, c'est prendre des risques et ça mérite aussi un revenu, mais en tout cas, travailler pour un capital, quoi, c'est quand même aussi très, très important. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, ça t'a éclairé. Je t'invite à me poser toutes les questions que tu veux, soit juste en dessous de la vidéo, soit dans la plateforme d'écoute. Ou si tu le souhaites, bah, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Et encore merci, merci, merci à vous les pays appreneurs pour votre fidélité. À bientôt. Ciao, bye bye.